Hello. C'est sympa. En plus, là, vraiment, on a quasiment décidé de migrer à Liverpool pour vous faire un podcast sur Help des On est Beatles. tellement bien. Et on est tellement bien. Et du coup, on a fait le voyage avec Benjamin Durand. Alors, Bonsoir. 3 heures d'Eurostar et puis le train, là, putain, c'est bizarre ces trains anglais là qu'on a pris là pour faire Londres-Liverpool. Oui, ils sont assez rapides, c'est les Virgin Train. Ouais, en mais fait. je sais pas, l'atmosphère était bizarre, les gens étaient. Enfin, j'ai adoré. J'ai Ah, adoré. parce qu'ils boivent tout le temps. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est les Anglais. Mais Ils oui, sont comme c'est ça, ça. en fait. Est-ce que tu crois que c'était déjà le cas quand on traversait l'Angleterre en train dans les années 60? Ah non, non, ça mettait beaucoup plus de temps à l'époque. Oui, non, mais ça c'est sûr, mais ça buvait du coup beaucoup plus. Ouais, je sais pas en fait. Non, c'est une bonne question à se poser. Je sais pas si En tout c'était cas, dans le aussi football, commun je sais que la charnière centrale d'Arsenal, Tony Adams, Martin Ah bah Keown, oui, étaient c'est autre réputés chose. pour être des gros buveurs de bière. Je pense Est-ce qu'ils prenaient le train ou est-ce qu'ils prenaient le bus? Bah, c'est ça le problème. Je pense qu'à l'époque, ils prenaient déjà l'avion. Petite blague à part, on va faire un podcast discographie cette fois sur un album des Beatles, The Beatles, célèbre groupe monstre à 4 têtes de Liverpool. Et on va s'attaquer à Help. Donc La vie. Help, ouais, à la vie. En l'occurrence, Help me if you can, because I'm feeling so not down, because I'm with you. Benjamin Durand, bonsoir. Oh, poupou. Donc, où en sommes-nous avant, Voilà. finalement alors, c'est un album, mais c'est un film, donc c'est tout à la fois. L'album d'avant, c'est Beatles for Sale. Et du coup vas-y, aide-moi, resitue-nous un peu dans le contexte très court, parce que tout s'enchaîne très très vite avec les Beatles. On est en 65. C'est quoi? C'est leur. Si je vois. Attends, je compte. Cinquième. C'est le 5e album des Beatles, c'est ça. Cinquième, mais bon, beau, à l'époque, les Beatles, c'était pas les albums, pardon, étaient Ouais, le pas, LP, ouais. n'avaient pas la même importance que ça a pris ensuite. Et dans ce sens-là, Help est un album bâtard C'est comme le dernier d'ailleurs, album bâtard avec Ouais. une espèce de mélange de films. Bah ouais, parce que en fait, le seul vrai album que les Beatles, enfin et encore, il était un peu bâtard aussi parce For que Sale. non, c'était le premier Please Please Me qui était en fait l'addition des 2 premiers singles, Ouais, c'est ça. Love Me Do et Please Please Me, plus la des chansons session, de remplissage. Mais en fait, toutes les sessions d'après, sur With the Beatles, il y avait beaucoup de reprises qui étaient là parce qu'il fallait sortir un disque vite et on leur a demandé de faire beaucoup de reprises, plus des chansons originales. Hard as Night, c'était donc un Pareil, mix entre c'est un peu le même les format chansons que faites Help, ouais. pour le film et des chansons de remplissage. Donc toujours face A, film, et face Voilà. B, inédit, remplissage. enfin, Beatles for Sale, c'était un peu la même chose que pour With the Beatles, c'était C'est ça. beaucoup de reprises et quelques chansons originales. Et donc Help arrive ensuite, et Help, effectivement, voilà, les Beatles sont devenus en 64 des vedettes de cinéma, en plus d'être des vedettes de la musique, Comme avec Elvis, un leur peu, film. d'ailleurs. Oui, sauf que Elvis ne faisait plus de musique, Ouais. il ne faisait plus que du cinéma. Ouais, enfin, ils sortaient les BO en album. Oui, mais bon, Ouais, c'était malheureusement. prétexte. Oui, oui. Il n'était pas musicien par ailleurs et il ne tournait plus. Non, mais je pense que quelque part, c'est un peu calqué sur le modèle d'Elvis. Pourquoi Oui, mais les Elvis ne Beatles- tournait plus. Oui, Alors que oui, les Beatles oui, étaient oui. en tournée de façon perpétuelle. Oui, oui, carrément. surtout Donc encore. c'est quand même une énorme différence. Ah oui, et puis oui, bien sûr, t'as raison. Donc du coup, on se retrouve là dans ce contexte où les Beatles donc, ont quand même pris dans la gueule 2 ans de Beatlemania, où les visages, les cheveux ont poussé, les visages, les Beatles grossissent entre guillemets. Enfin, c'est ce que raconte Ringo, qui dit que, en gros, avant le succès, les Beatles n'avaient goûté que du saumon en boîte, et que là, ça commençait un peu à être un peu l'orgie de bouffe, etc. Mais ça se ressent que finalement sur le visage de Lennon, qui a vraiment, lui, pris des joues, etc., et qui traverse un peu une de ses premières dépressions, quoi. Oui, oui. En fait, c'est une dépression que c'est juste Mark Chapman qui aura mis fin, finalement, quelque part. Je fais une petite plaisanterie douteuse. Non, mais voilà, on en est où, en fait, de l'atmosphère entre les quatre? Ça commence à être un peu la lassitude des concerts et tout, déjà, quand même, non? Bah, Parce que finalement, c'est juste avant le Shea Stadium. Enfin, le Shea Stadium, il y a juste Tiki Temps, il y a Help qui est joué au Shea. Alors, comment ça se passe? Les Beatles écrivent les chansons pour le film? Bah, en tout cas, les chansons qui se retrouvent dans le film, donc ce qui correspond à la face Face A A, de l'album vinyle, oui, effectivement, c'est les chansons du film. Donc, le film a pendant très longtemps le titre de travail de Eight Arms to Hold You. Ouais.
Lennon va... Bon, Lennon, à cette époque-là, quand même, c'est toujours lui le leader du groupe. Ah oui. Dans les termes, c'est lui qui avait donné la chanson qui Hard donnait, le titre du premier film. C'est lui qui avait composé la majorité des faces A des singles. Et donc, voilà, il a un petit peu comme mission d'amener ça. Et c'est vrai qu'avec Help, il va en plus amener quelque chose de différent. Alors, on répète à nouveau, même si c'est une influence qui avait commencé déjà à se faire sentir sur Beatles for Sale, que la découverte de Bob Dylan est vraiment un passage extrêmement important Puis là, ils l'ont digéré du coup. pour les Beatles. Et effectivement. Et donc, on va dire avant tout, au-delà de l'aspect stylistique, pour faire des choses avec plus de connotation folk, la découverte de Dylan va être l'espèce d'autorisation à davantage parler à la première personne, de davantage parler de sentiments, d'introspection, etc. Et effectivement, chez les Beatles, celui à qui ça va le plus parler, cette façon d'être, c'est vraiment de John Lennon qui a beaucoup de problèmes psychologiques à régler. Ouais, et puis en fait, Lennon, on le rappelle quand même, il est marié avec Cynthia depuis déjà quelques années. Et son mariage bat de l'aile et il commence un peu à avoir des aventures à droite à gauche, mais des aventures sentimentales plus sérieuses que juste se taper une groupie le soir, quoi. Et je pense que certains textes en témoignent, non? Enfin, je sais pas si... Éventuellement, mais bon, après, je pense qu'il faut aussi... Des vraies passions, en fait, qu'il lie avec certaines femmes, j'ai l'impression. Non, après, c'est compliqué. C'est compliqué, comme les choses s'est passées assez souvent de la même manière à l'époque pour beaucoup de gens moins connus que lui. Cynthia... il s'est marié avec elle par convenance uniquement parce qu'elle était enceinte et que c'était pas prévu. Enfin, faut quand même rappeler que c'est une époque où la contraception n'existe pas, l'avortement n'est pas autorisé en Angleterre, donc voilà. Donc voilà, son mariage est quand même aussi en grande partie lié à ça. Et après, évidemment, c'est pas forcément une évidence, mais ce sont les faits historiques. Lennon ne s'est pas contenté de la tendresse de sa femme, notamment au cours des tournées américaines incessantes, où on proposait aux Beatles beaucoup de fans très bienveillantes. Elle se proposait à eux. Elle se proposait, mais bon, je pense en plus qu'il y avait aussi des choses qui étaient organisées aussi. Enfin bref, en tout cas, il y a beaucoup de bouquins qui racontent un petit peu ça, et on sait que c'est une façon de faire qui n'a pas du tout, qui a eu un certain avenir après eux. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un d'assez confus sur le plan sentimental, émotionnel et affectif. Alors comment on essaie de faire la part des choses entre le film et l'album? Parce que moi je trouve que l'album s'écoute très bien si tu n'as jamais vu le film. Bien sûr. En l'occurrence, moi j'ai écouté l'album avant d'avoir vu le film, je pense que c'est ton cas aussi. À l'époque, pour se procurer le film, il fallait attendre qu'il y ait une bonne VHS qui sorte et qu'il y ait un oncle ou un grand-père bien intentionné pour te l'acheter. Enfin, je dis nous parce que nous on est nés au début des années 80, donc on a redécouvert les trucs petit à petit, on n'avait pas encore YouTube, etc. Mais du coup, ce qu'on dit là, je peux rebondir directement sur l'appel au secours qui est Help, la chanson titre, quoi. Bah voilà, parlons déjà de ça, effectivement, parce que c'est d'office quelque chose d'important. Lennon amène Help sous la forme presque d'un blues, en tout cas de quelque chose, d'un morceau lancinant, d'un morceau très peut-être plus plombé que plombant, et voilà. Et quand George Martin écoute ça, il se dit oulala. Un peu comme Please Please Me finalement, où il a accéléré le tempo. C'est vrai, c'est vrai dans un sens, mais bon, je pense que dans Help, de toute façon, les paroles sont là pour en témoigner. Dans Help, il y avait vraiment une expression de détresse qui ne pouvait échapper à personne. Et qui est nouvelle.
Ben, il y avait eu I'm a Loser quand même, des choses comme ça. Ouais. Mais tout ça est très proche. Même finalement. Babies in Black aussi sur Beatles for Sale était déjà. Mais bon, bref. Help, là, sonne comme un peu une évidence. Et George Martin, en très grand professionnel de l'industrie musicale, Ça. C'est quand même là où tu écoute te dis ça et quelque part, je pense qu'il a évidemment l'instinct commercial, mais aussi l'instinct de ne pas forcément exposer trop publiquement les tracas, les troubles de John Lennon aux yeux des fans et de tout le monde, parce qu'il y avait quand même eu une entité, une espèce d'image d'Épinal des Beatles souriants à préserver. Ouais. Et George Martin, sur le plan artistique, était garant de savoir conserver ça. Espèce de bonne humeur. Et c'est donc George Martin qui a dit à Lennon, ouais, ta chanson est superbe, mais il va falloir l'accélérer pour en faire une chanson des Beatles. Ouais. À ceux qui se rendent moyennement compte de ce que ça donne Help ralenti, je signalerai 2 reprises extrêmement intéressantes, assez radicalement différentes au niveau des Ce n'est pas Bananarama dont tu vas nous parler. Pas du tout. C'est dans un premier temps la reprise de Tina Turner, faite sur Private Dancer. Absolument. Et aussi en live dans les années 80. Ouais. Et également, un peu plus près de nous, celle de Noel Gallagher, quand il était encore à l'époque d'Oasis. Eh bien, c'est lors de la tournée de l'album Be Here Now, donc dans les années 97-98, où il a fait un certain nombre de concerts acoustiques pour des radios, et où il reprenait la chanson Help en version acoustique. Essaye de nous mettre ça sur la playlist qui sera... J'espère que Spotify a ça à dispo, et je le mettrai très volontiers. Un lien YouTube dans tous les cas. Donc du coup finalement en fait le single pour une fois de Help sera Ticket to Ride en face A qui est sur l'album. Alors le premier, oui. Voilà. Et du coup Ticket to Ride n'est pas du tout... Est-ce qu'il y a déjà le projet de film ou pas, ou non, je pense pas. Ticket to Ride, c'est une espèce de chanson qui s'ouvre sur une séquence assez originale pour les Beatles, sur un accord, c'est-à-dire que pendant quasiment 45 secondes, on n'est que sur le La. Et on a une espèce de guitare à la Birds, dont l'influence devient majeure partout, depuis la reprise de Mr. Tambourine Man, et puis avec les premiers albums. Et donc Ticket to Ride est un single qui est numéro 1, comme tous les singles jusqu'à Strawberry Fields. Mais on est déjà dans autre chose, avec une espèce de partie de batterie complètement originale de Ringo Starr, géniale d'ailleurs. Et on met longtemps avant de passer sur le deuxième accord, et c'est une nouveauté. Donc qu'est-ce qu'on est on est sur déjà une influence folk finalement, non? Bah ouais, une influence en tout cas. Et puis encore une espèce déjà un spleen de Lennon. Bah, I think I'm gonna be sad, I think it's today. Oui, bah après c'est à mon avis ce côté rester scotché et à mon avis très très influencé par la marijuana. Marijuana, c'est un thème qui restera récurrent dans les compositions de Lennon jusqu'à la fin de et puis même oui, mais effectivement je pense que on voit presque déjà poindre ce qui va les attirer vers la musique indienne là-dessus, quoi, cette espèce de le côté mantra de la musique. Et c'est fabuleux ce qui est effectué des Ticket to Ride, effectivement. À la fois avoir ce côté répétitif, mais en même temps garder l'instinct mélodique. De toute façon... Puisque Martin était garant de ça, comme tu disais si bien tout à l'heure. Martin était garant de ça, et puis je repense là en ce que David Bowie disait magnifiquement à propos de John Lennon. Il disait, David Bowie c'est vraiment de quoi il parle. Il disait, Lennon est le mec qui m'a le plus estomaqué parce que c'est le mec que j'ai rencontré qui était le plus capable de s'intéresser à des choses underground, à des choses extérieures à ce qui plaisait aux masses, pour se l'approprier à lui et le retranscrire quelque chose qui pouvait plaire aux masses, fait par lui-même.
Ouais, bien que bien aidé par Maca et par Martin aussi, pour le retranscrire de façon mainstream, si je puis m'exprimer Mais ainsi. pour le coup, j'ai envie de dire que Bowie a su capter ça, cet instinct naturel chez Lennon, euh, d'autant plus que Bowie a connu Lennon personnellement à l'époque où ni McCartney ni Martin Ouais. ne venaient intervenir dans la musique que Lennon pouvait produire. Ouais, non, t'as raison. Non, c'est intéressant. Donc la phase B de Ticket to Ride, c'est Yes It Is. Yes It Is, qui est pas sur l'album, qui pour moi est une chanson magnifique, amoureuse, encore sur une histoire d'amour impossible, et que Lennon reniera vraiment dans les interviews par la suite en disant qu'il avait l'impression d'avoir déjà fait ce morceau, qu'il le comparait à enfin, il en parlait comme d'un pastiche de This Boy, hein, c'est ça. Hein. Donc du coup, on parle du film un petit peu. On peut. Bon, alors le film, bon, bah, c'est la grosse différence avec Hard Day's Night, c'est que c'est déjà, enfin, la similitude, c'est que c'est toujours Richard Lester, et surtout la différence, c'est que c'est en couleur. Donc du coup, même quand vous le voyez aujourd'hui, la photo est magnifique, et on a les Beatles dans leur propre rôle qui sont mis en scène dans une espèce de scénario tordu où Ringo a une bague au doigt, et c'est une bague qui est censée être porter malheur pour une tribu, enfin pour une espèce de... C'est clairement un pastiche des James Bond. Ouais, hein. c'est ça, voilà, pour une tribu, enfin pas une tribu, mais pour une communauté indienne, et donc... pardon? Une secte même. Oui, une secte indienne, et donc les Indiens vont se lancer à la poursuite de Ringo pour récupérer la bague, en fait. Et tout ça est prétexte à quelques scènes musicales, finalement, qui n'ont pas grand-chose à voir dans les textes avec le film. C'était un prétexte finalement à mettre en scène des chansons et de mettre les... Enfin, c'est des clips en fait. Tu peux isoler les 6 titres et les mettre en clip. Donc du coup, il y a Help, du coup, qui n'est pas vraiment de clip, c'est le début du film, c'est un peu le générique du début. Et après, tu as des séquences filmées de You Got Your Heart, Your Love Away, qui est une des plus sympas, je trouve, avec... en fait, on met en scène les Beatles comme s'ils habitaient tous les 4 ensemble dans une espèce d'appartement anglais, très anglais, dans une rue avec des maisons en briques rouges, etc. L'hydre à 4 têtes, quoi. Ouais, c'est ça. Ça vient un petit peu confirmer cette espèce de avec mythe, un espèce quoi. de lit qui s'enfonce dans le sol, etc. Et puis ça donne You've Got to Hide Your Love Away, dont on va parler du coup, parce qu'on en parlait en préparant. Ouais. On disait quand même que c'était dylanien, mais que... Dylan l'aurait pas fait comme ça. Voilà, que Dylan ne l'aurait pas fait comme ça, mais que musicalement ça se rapprochait des influences de Dylan, mais que le texte était peut-être... Parce que c'est un peu plus puéril et moins maîtrisé. C'est pas une question, non, c'est pas une question que ce soit puéril, c'est que Lennon se livre, alors que Dylan, surtout à cette époque-là, n'est pas quelqu'un qui se livre, mais plus quelqu'un qui juge, qui donne son avis, etc. Là, Lennon est plus en train de se mettre à nu. Ouais. Dylan n'était pas dans une entreprise de mise à nu à l'époque. Il était plus dans une entreprise de jeu sur les mots. Il se croyait, il se sentait, et il était en plus plus malin que tout le monde. Là, Lennon, sur You've Got to Hide Your Love Away, est vraiment très très sensible, quoi. Vraiment très. Il ne fait pas croire qu'il est soit au-dessus de tout le monde, soit sur un espèce de stade intermédiaire. Donc là, Lennon dit juste, voilà comment ça se passe. Je suis dans une impasse, qu'est-ce que je fais? On a beaucoup dit que ce You've Got to Hide Your Love Away serait une évocation de l'homosexualité de Brian Epstein, le fait que les amours qu'il pouvait ressentir en tant qu'homosexuel, il devait impérativement à l'époque les cacher parce que c'était contraire à la loi. Ouais. L'homosexualité était très criminelle. On a beaucoup dit ça à propos de cette chanson. Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a sans doute un petit peu de ça, il y a sans doute aussi autre chose, mais en tout cas, sur l'influence dylanienne de la chanson, j'ai toujours envie d'un petit peu la tempérer. Autant elle est beaucoup plus évidente sur une chanson comme Norwegian Wood. Ouais. Ça sur l'album d'après Robert Soul. Voilà. Autant You Got to Hide Your Love Away prend vraiment des influences stylistiques à Bob Dylan, mais sans aller dans le même sens que le discours que Bob Dylan peut avoir dans ses albums. Écoutez, continuons un peu sur les morceaux de Lennon du coup, parce que
puisqu'on est bien parti là-dessus. It's Only Love, c'est quoi aussi? Parce que je sais que Lennon n'aimait pas, il a beaucoup rejeté certains morceaux de cet album. Yes It Is et It's Only Love aussi qu'il n'aimait pas. Moi j'adore la version qui se trouve sur l'anthologie, que j'espère que tu mettras dans la playlist. Ah oui, volontiers. C'est une petite chanson. Mais c'est pareil, hein, c'est un peu le même Lennon. Bah, c'est une valse. Ouais, oui, c'est encore une valse. Après Je pense que c'est ça en fait. Je pense c'est que c'est encore la suite. Je trouve voilà. Je pense que Lennon. Je pense qu'il se dit, voilà. je refais la même chanson 2 fois. Voilà. Et puis il faut pas oublier non plus, même si c'est pas ce qui avait été retenu au départ, mais cette chanson magnifique qui est sur Hard Day's Night qui s'appelle I'll Be Back. On sait grâce aux anthologies qu'elle avait aussi été commencée en valse. Ouais, d'accord. Donc c'était un peu c'était devenu un peu un arrangement de facilité. Voilà. Mais finalement, je pense que donc, son désamour pour cette chanson-là doit venir de là. Et sur la phase B, du coup. Mais Brian Ferry l'a reprise dans les années 70, cette chanson-là. Donc, comme d'accord, quoi, je connais pas la version. Et du coup, de Lennon, on a donc It's Only Love, j'ai déjà dit. Et puis sinon, on a une reprise c'était pas plus forcément en courant, c'était pas le cas d'ailleurs sur Hard Day's Night où il n'y avait aucune reprise, non. mais il fait Dizzy Miss Lizzy, un bon vieux rock, et donc une version très très bonne. Hein, de Larry Williams, quoi, l'auteur de Slow Down ou de She Said Yeah. Donc qui était oui, important, She Said Yeah, qui était coécrit avec Sonny de Sonny and Cher d'ailleurs. Hein, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Enfin bref, Dizzy Miss Lizzy qui finit l'album, et voilà pour les morceaux de Lennon. Qu'est-ce que McCartney apporte là-dedans? Un peu de Salas avec The Night Before, qui pour moi a toujours été un peu une chanson basée sur une nuit de sexe torride. Alors ça c'est peut-être ma version des faits, mais enfin ça c'est mon interprétation. Bah écoute, de When I think the things we did it makes me wanna cry. Pour moi c'est vraiment une nuit de sexe absolument torride. Bah écoute. Est-ce que c'est avec Jane Asher? Ça peu importe. Mais... Bon, à l'époque ils n'étaient pas encore en froid comme ils le seront à l'époque de Robertson. Justement, ça peut bien être ça, donc, ou alors une groupie de plus. Une groupie de plus. Et on n'a pas parlé du You're Gonna Lose That Girl, qui est aussi une chanson de Lennon, je pense, hein, principalement. Ouais, oui. Qui est un peu bon, La séquence dans le film est assez savoureuse. Ah bah elle est géniale. Parce qu'on les voit un peu en studio, etc. Donc oui, même si en fait c'est un studio reconstruit à Twickenham, même si c'est sur le modèle du studio de Abbey Road. Oui, mais c'est assez sympa. On voit même, je pense, un plan sur un mégot de joint de marijuana dans le film. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais quand j'étais plus jeune. Voilà. Ouais. Ça t'émoustillait? Bah, en tout cas, ça me faisait rêver. Je me disais, ils sont comment? Ils fument des pétards, quoi. Tu vois, quand t'as 18 ans, c'est important. Du coup, voilà, on a fait déjà. Donc voilà, The Night Before. On a cité quasiment toutes les chansons qui sont dans le film, qui sont Ticket to Ride est représenté dans une scène de ski filmée en Autriche. Qui est assez marrante, où on voit les Another Girl. Another Girl, on va passer à Harrison. Non, Another Girl, ah bah oui, mais ça c'est une chanson de McCartney. Voilà. Ah, mais ça c'est superbe. Voilà, lui là c'est pareil, c'est un peu toutes ces histoires, je pense, de gonzesses qui rencontrent en tournée, quoi. Oui, je pense. Puis à l'époque, il était assez fréquent qu'il soit juge dans les concours de beauté en plus, McCartney. Ah oui, notamment il y a des séquences cocasses dans les Ready Steady Go où il devait décider de qui était la meilleure fille qui faisait du playback. Another Girl, tout ça. Finalement, c'est des chansons qui peuvent apparaître comme du remplissage. C'est pas encore le niveau de maturité qu'il y a dans l'album d'après. Mais au niveau du son, quand même, Help. Surtout le niveau de ce que McCartney a atteint sur la phase B. Ouais, ça, on va en parler. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, on parlait du You've Got to Hide Your Love Away, c'est la première fois qu'il y a un peu d'instruments, entre guillemets, exotiques qui apparaissent dans ce disque. Parce qu'il y a un espèce de solo de je sais pas quoi, de fouet, de pipeau. C'est de la flûte, oui. C'est de la flûte, tu crois, ouais. Puis là, il y a du guiro par-ci par-là. Enfin, il y a vraiment des instruments qui commencent tout doucement. Les percussions de Ringo aussi. Sur You've Got to Lose That Girl, d'ailleurs. Donc il commence à y avoir un peu. Il y en avait déjà des percus sur Hard Day's Night. Ouais, tout ça, sur And I Love Her notamment. Ouais, aussi, ouais. Donc voilà. Et donc tu voulais parler de la phase B sur. On peut parler de George aussi, quand même. Ouais, on va parler de George. Donc il y a 2 morceaux pour la première fois de George, et en plus, pas des moindres, puisque c'est des 2 compos d'Harrison, quoi. Donc il se contente plus de reprendre du Carl Perkins. Là, il fait I Need You avec une guitare, comment on appelle ça, avec un effet. Pédale style, non, c'est pas une pédale style, mais non, je pense pas. Non, c'est.
peut-être qu'il joue avec les effets du micro, ou je sais pas vraiment, mais en tout cas, voilà. You don't realize how much I need you. Enfin voilà, vous savez, c'est difficile d'en parler. Oui, c'est vraiment George dur. n'est plus là, mais I Ah, Need You. là, Et non, l'autre ça. chanson, c'est You Like Me Too Much, Sur la phase B, là. qui est sur la phase B. Donc du coup, 2 morceaux de Harrison qui commencent un peu à écrire des putains de bonnes chansons qui souffrent pas de la comparaison avec Lennon-McCartney, là, pour le coup. Non, Ça sera le cas sur Rubber Soul, et puis après sur tous les autres albums, mais alors là... super composition de Harrison pour la première fois. On est loin de Don't Bother Me. La progression en 1 an et demi. C'était pas si mal, Don't Bother Me. Non, mais là, vraiment, je trouve que c'est au niveau des compositions de Lennon carrément, quoi. Je sais pas si Non, mais t'en c'est vrai, penses. mais là, moi aussi, bien sûr. Donc du coup, en fait, la phase B est censée être un espèce d'assortiment de chansons pour remplir. Sauf que, évidemment, Bah, il y a l'éléphant au milieu du couloir. C'est Yesterday, quoi. bah oui, il y a Yesterday. Qui est la révolution totale de ce disque-là, quand Il y a même. Scramble Eggs. Scramble Eggs, qui était le titre de travail de Yesterday. Et puis là, Yesterday, c'est Paul sans les autres, quoi. Et c'est la première fois que Paul pond un truc comme ça. Ça restera un peu aussi le morceau qui a été le plus diffusé à la radio. Le plus repris, le plus... Et puis même et d'ailleurs c'est signé, enfin ils ont carrément ils se sont carrément demandé s'ils sortaient pas un single Paul McCartney Yesterday, quoi. D'ailleurs dans la présentation qu'ils font dans le Ed Sullivan et à Blackpool aussi, dans l'émission de Blackpool, les Beatles quittent la scène et Harrison présente McCartney en disant voilà, le grand jour est arrivé pour McCartney, il va jouer tout seul, et puis il nous pond Yesterday comme ça. Une chanson qu'il avait, il dit l'avoir rêvé dans la nuit et s'être réveillé et l'avoir composé et l'avoir composé en retranscription de son propre rêve, quoi. Et enfin voilà, quelle chanson, quoi. Je veux dire, bien sûr qu'on en a soupé et qu'on en a tous marre de l'entendre, mais enfin, franchement, Yesterday, quoi. Enfin, à chaque fois qu'on te voit en concert, le voir se pointer sur scène, tout seul à la guitare pour nous faire ça. Ouais, mais rien que pour ça, même à Faune, j'ai hâte d'être dans quelques jours parce que nous sommes encore dans un monde où nous faisons des podcasts et nous avons des tickets pour Paul McCartney et ça nous met en joie. On n'a pas évoqué I've Just Seen a Face, qui est un cas... qui est une chanson absolument merveilleuse et méconnue, typiquement un album track, et dont on a gardé la trace assez régulièrement, puisqu'il la faisait sur la tournée des Wings. C'était une des rares chansons des Beatles un peu obscure qu'il jouait. Absolument. Et je crois qu'il a continué, et il continue presque limite à la faire dans la setlist là, ces dernières années, quoi. Ouais, je l'ai eu voilà. une fois ou deux. Ouais, moi aussi. Il l'a fait sur l'Unplugged. Bah, c'est une chanson qui, à mon avis, est pour le coup assez influencée par Simon & Garfunkel. Ouais, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a influencé vachement les Stones. Il y a une séquence dans Charlie is My Darling où les Stones sont en train d'écrire Sitting on a Fence et s'inspirent directement d''I've Just Seen a Face. Et Richards est fasciné par les progressions d'accords, etc. Et il le mime un peu en se moquant, tout en étant super fanatique des Beatles. Hein. D'ailleurs... la guerre Beatlestone est débile parce que même en 95, s'il y avait 2 CD à côté de la chaîne hi-fi de Jagger, c'était le double rouge des Beatles et une anthologie de Chuck Berry, quoi. Donc voilà, Richards a toujours été un grand fan de la composition de Lennon-McCartney et Andrew les a sûrement poussés à s'inspirer de ça pour faire des tubes. Et d'ailleurs, voilà, heureusement qu'il y a eu Brian pour amener un peu d'originalité là-dedans, parce que sinon ça aurait été que des pastiches pas réussis. Mais en tout cas, Help, c'est vraiment pour moi l'ouverture sur ce qu'ils vont faire après. Et c'est un peu le premier album qui... Ah, c'est fabuleux. Ouais, enfin c'est... C'est un album où on les sent ouvrir les portes à la fois de leur personnalité, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il faut vraiment le souligner, c'est vraiment le premier disque où il y a une porte ouverte pour George Harrison. Ouais. McCartney s'émancipe du leadership qui était entendu au niveau de John Lennon. Et puis il y a même une très bonne chanson chantée par Ringo, dont on n'a pas parlé. Ouais, Act Naturally, absolument. Qui est écrit sur mesure pour Ringo, qui était une star absolue dans les films, hein, d'ailleurs. Bien sûr. C'est le personnage principal des Beatles dans Help, mais aussi dans Hard Day's Night. Dans Hard Day's Night aussi, ouais, mais toujours, quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans qui disaient que c'était leur Beatles préféré, parce qu'il avait ce regard de chiot. Même moi, gamin, je me souvenais que j'étais vachement attiré par ce personnage de Ringo.
hyper sympathique, espèce de Ron Wood de la batterie. Enfin, Act Naturally qui sera même joué au Shea Stadium, donc quelquefois il jouait ça sur la tournée quoi. Et Blackpool. À Blackpool, exactement. Donc écoute, on a fait un peu le tour et puis après ça va débouler sur le reste de toute façon. Tout ce qu'il y a avant est formidable, tout ce qu'il y a après est formidable, mais Help c'est vraiment peut-être l'album du milieu en fait de la carrière des Beatles. C'est un peu genre je sais pas, je le vois vraiment comme la moitié de la carrière. Il y a tout ce qu'il y a de bien avant et il y a tout ce qui est annonciateur du reste. C'est vraiment ça. Et puis, de toute façon, ils ont les Beatles tout au cours de leur carrière, à l'exception peut-être de Sgt Pepper, mais sont vraiment toujours très très à montrer leurs sentiments. Mais dans Help, il reste l'image du groupe, mais il commence à vraiment montrer ça vraiment de façon très très claire. Et évidemment, avec le temps qui a passé, avec tout ce qu'on peut connaître, ça rend les choses d'autant plus touchantes. Donc, du coup, sur cet album, on a The Night Before qui aurait été joué quelques fois sur scène, même si on n'a pas vraiment de témoignage de ça. Si vous avez des versions de Night Before Live, envoyez-les nous pour les plus complétistes bootleggers Beatles. Sinon, c'est Help, Ticket to Ride, Dizzy Miss Lizzy qui est sur le Hollywood Bowl. Yesterday a été joué dans des versions électriques. Lennon l'a aussi joué, Dizzy Miss Lizzy à Toronto. Ouais, c'est vrai, t'as raison, même bien vu. Donc Yesterday a été joué sur scène par les Beatles. Ils avaient Seen a Face plus tard sur la tournée Wings Over America. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Sinon, The Night Before, que moi j'ai eu un rappel au Stade de France. Hein. It's Only Love reprise par Brian Ferry. Ticket to Ride, donc les Beatles, etc. I Need You, il y a une version dans le concert hommage à George Harrison, chanté par Tom Petty and the Heartbreakers. Ouais, c'est vrai. Et donc, Help. Paul McCartney fait une version de Help, il ne faut pas oublier ça. Lors de son medley où il fait Help, Strawberry Fields Forever et Give Peace a Chance en 90. Heureusement que j'étais pas là parce que je serais plus là pour vous conter ces merveilles parce que ça m'aurait terrassé d'une belle crise cardiaque. Sur ces mots un peu encourageants, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Allez vous coucher puis revenez demain pour écouter un autre podcast au choix parmi le panel de bêtises qu'on peut raconter et n'hésitez pas à aimer ou pas mais en tout cas à nous encourager pour continuer. De toute façon on le fera parce qu'on s'en bat les steaks. Bonsoir Benjamin. Mais on vous embrasse, bonsoir.